Je remercie vraiment très chaleureusement notamment Gianni d'avoir accepté très rapidement le principe de cette conférence. Alors peut-être brièvement, je souhaitais présenter l'Observatoire du patrimoine d'Orient et de la Méditerranée, qui est donc une ONG, une association de loi 1901 qui a été fondée en 2019 à l'occasion d'un sommet international qui a été organisé à Tunis par l'UNESCO et qui réunissait des jeunes chercheurs et experts internationaux dédiés à la valorisation du patrimoine dans la zone MENA. Et c'est à l'occasion de ce forum qu'est venue l'idée de se constituer en réseau afin vraiment de valoriser, de diffuser le riche patrimoine naturel, culturel et vivant en Méditerranée et dans la région arabe. Donc c'est vraiment de cette, disons, cette idée qui a permis d'entrevoir la création de cet observatoire qui n'est plus aujourd'hui uniquement un réseau, mais plus généralement, nous organisons un certain nombre d'activités et de projets, notamment en collaboration avec l'UNESCO. Par ailleurs, alors peut-être pour faire une introduction plus générale sur l'importance du patrimoine, c'est vrai que le patrimoine, c'est un puissant levier pour tisser des liens par-delà les différences. Il a une fonction unificatrice en ce qu'il fédère les populations et peut constituer un puissant lien entre les communautés locales. Et corrélativement, et c'est précisément le sujet de notre jour, sa disparition et son altération peut être vécue comme un drame pour les populations civiles. Et c'est tout à fait le sujet de notre table ronde d'aujourd'hui. Alors, depuis le début des opérations israéliennes sur la bande de Gaza en octobre 2023, le patrimoine culturel de Gaza a été lourdement endommagé, et mettant évidemment en péril un patrimoine millénaire qui est un patrimoine riche de plusieurs siècles. Il est inestimable, évidemment, non seulement pour les Palestiniens de Gaza, plus particulièrement, pour le Proche-Orient, mais surtout pour l'humanité tout entière. Alors évidemment, et c'est important de le rappeler aujourd'hui, la situation actuelle sur le terrain ne permet pas une estimation exacte de l'ampleur des dégâts, mais évidemment, on le sait, ces biens culturels ont été lourdement endommagés, altérés, voire pour certains d'entre eux, détruits, et laissant planer évidemment le risque d'un effacement culturel irréversible pour les communautés locales. Et c'est important aussi de le rappeler parce que il peut parfois paraître étonnant de parler du patrimoine face aux urgences humanitaires en situation de conflit armé. Mais au fond, le patrimoine est un corollaire. Il est indissociable finalement de la protection des peuples, puisque avec sa disparition, finalement, c'est l'identité, la mémoire et le futur d'un peuple qui s'effondre. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler, puisqu'évidemment, on peut considérer effectivement le patrimoine comme secondaire face aux urgences humanitaires, mais il paraît indissociable également du maintien du lien entre les communautés locales, d'où l'importance d'aborder ce sujet aujourd'hui. Et je tiens vraiment à remercier très chaleureusement nos invités de leur présence. Anthony Dutemps, vous avez été jusqu'en 2023 le chef de mission de Première Urgence Internationale dans les territoires palestiniens occupés. Vous avez longuement travaillé et pendant plusieurs années dans des situations d'urgence ou des crises répétées. Vous avez notamment participé à la rédaction d'une publication dans les cahiers du REF sur la sauvegarde du patrimoine archéologique de Gaza comme vecteur de développement social et d'émancipation. Alors peut-être pour commencer et pour vraiment débuter cette discussion, peut-être pourriez-vous nous parler de cette étude et plus généralement de vos activités et de votre présence, puisque vous étiez sur le terrain juste avant le début de l'ACTER en octobre 2023. Voilà, la parole est à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Alors moi, pour le coup, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas archéologue, je suis travailleur humanitaire. Et c'est vrai, comme vous le disiez, Hilam, on peut se demander, tiens, que fait un travailleur humanitaire sur des questions de patrimoine? Et donc, en 2018, la première fois que je vais à Gaza, avec Première Urgence Nationale, on a des activités humanitaires pures sur l'ensemble du territoire palestinien occupé, avec un pilier urgence fort, en Cisjordanie occupée auprès des Palestiniens victimes de la violence des colons, et dans la bande de Gaza auprès surtout des pêcheurs et des fermiers qui sont impactés par la mise en place des zones d'accès restreints, surtout après la Grande Marche du Retour 2018. Donc je vais à Gaza pour la première fois, je vais à l'hôpital El Nasser à Khan Younis où on travaille, dans le Limb Reconstruction Center que l'OMS a mis en place.
Je visite des familles de pêcheurs, de fermiers, voilà. Et je sais qu'il y a la visite de Saint-Hilarion qui arrive. Et je me dis, bon, je ne sais pas à quoi trop m'attendre, à vrai dire. Je me dis, bon, on va voir. Ça fait plusieurs jours que je suis à Gaza. Je suis à Khan Younis, je suis à Beth Laïa, Beth Hanoun, voilà. Bon, j'arrive à Saint-Hilarion avec quand même quelques a priori, en me disant, mais alors moi je suis encore une fois un travailleur humanitaire, je travaille en Afghanistan, en Irak, etc. Et là je suis sur un site archéologique, je ne suis pas spécialiste, je me dis, tiens, c'est curieux. Et là j'arrive, et vraiment en 30 secondes, tous mes a priori tombent, parce que ça fait une semaine que je suis à Gaza, et là en fait pour la première fois, je suis dans un endroit où les jeunes en fait prennent plaisir, il y a un espace physique où les jeunes en fait travaillent ensemble, prennent plaisir à être ensemble sur ce site et ils me font la visite. Donc je rencontre René sur le site, je rencontre les collègues et je rencontre les jeunes surtout qui me font la visite du site de Saint-Hilarion. Et là en fait je me dis mais c'est incroyable, c'est incroyable et là je me dis mais en fait il y a vraiment quelque chose à faire autour de ce patrimoine, autour de cet espace physique, autour de cette jeunesse qui est impliquée et qui est fière de protéger son patrimoine. Et il y a quelque chose à faire autour de ça. On travaille avec le British Council qui nous a financé pour le tout premier projet en 2018. Et donc on rencontre pas mal de difficultés pour fabriquer des outils, pour soutenir les jeunes dans leurs travaux, la taille de pierre, etc. On rencontre pas mal de soucis aussi pour avoir les permis, pour que les experts puissent venir à l'intérieur de la bande de Gaza. On sponsor pour obtenir les visas, mais c'est pas facile. Et puis là, on se rend compte qu'on trouve des solutions innovantes, on travaille avec des artisans pour fabriquer des outils, on n'y arrive pas du premier coup, pas mal d'échecs, et puis finalement, on y parvient. Et puis, je me rends compte clairement qu'à Gaza, il n'y a pas d'espace. Vous imaginez la densité de population et il y a très peu d'espace physique où les jeunes peuvent se retrouver. Il y a l'Institut français de Gaza qui est un endroit incroyable, mais il faut être francophone ou au moins un peu francophile dans la ville de Gaza. Mais il y a très peu, voire quasi pas d'espace physique où les jeunes peuvent se retrouver ensemble, apprendre. Donc là, je me dis, on peut faire quelque chose, on peut structurer des activités. Et donc avec les collègues, avec René, avec l'école biblique archéologique française de Jérusalem, avec nos partenaires, on développe le programme Integral, transition, transmission en arabe, qui tourne autour de l'idée de 3 espaces. D'abord un espace physique, le site de Saint-Hilarion, l'église byzantine de Mokhaitem, mais aussi la mosaïque de l'agneau à Jérusalem-Est. L'idée, c'est que c'est des espaces physiques où les jeunes peuvent se retrouver physiquement ensemble, apprendre ensemble, faire découvrir leur patrimoine à leur famille, à leur communauté. Et donc cet espace physique est important, surtout dans le contexte de la bande de Gaza. Ensuite, un espace mental aussi. Un espace mental où les jeunes peuvent se permettre de parler des symboles de la Palestine, peuvent se permettre de parler du passé, de la route, du port d'Antédon, d'Ashkelon, des trajets, de l'Égypte, etc. Donc vraiment un espace mental où on va parler des mosaïques, de l'arbre de vie sur le pavement du paradis à Saint-Hilarion. Voilà, on parle des symboles de la Palestine et on développe des activités structurées, semi-structurées, pour améliorer le bien-être des jeunes en créant cet espace mental. Un espace physique, un espace mental et un espace numérique aussi. Un espace numérique qui permet en fait aux jeunes Palestiniens de Cisjordanie occupée, qui malheureusement ne pourront pas aller à Gaza, de pouvoir en fait découvrir leur patrimoine. Et vice-versa, aux jeunes de Saf Hebron Hills, Masafer Yatta à Hébron, de pouvoir aussi parler des caves de Masafer Yatta et de discuter avec leur père à Gaza. Donc ces 3 espaces, un espace physique, un espace mental, un espace numérique, sont des leviers très 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 forts pour améliorer le bien-être des jeunes, et donc de faire découvrir ce patrimoine, de faire découvrir le patrimoine de Gaza qui a des valeurs universelles, et tout le monde devrait aller sur le site de Saint-Hilarion. Saint-Hilarion, c'est un site incroyable qui a été reconnu, qui est inscrit sur la liste tentative de l'UNESCO. Ce site devrait être accessible à tous et à toutes. Le blocus depuis plus de 16 ans empêche l'accès à ce site, et donc comment utiliser les outils numériques pour permettre au plus grand nombre de découvrir ce site, et surtout comment nous, en tant qu'ONG internationale, on peut permettre de créer du lien et de permettre aux jeunes qui travaillent sur le site de Saint-Hilarion d'être connectés
avec des chercheurs, avec d'autres experts. Donc avec René, on a travaillé avec l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, mais on a travaillé aussi avec l'Université de Coventry, l'Université de Manchester, et donc avec l'Université de Coventry, par exemple avec Dr Shahab, on a fait toute une étude pour essayer de comprendre comment le travail autour du patrimoine et des jeunes Palestiniens à Gaza pouvait avoir un impact sur la cohésion sociale, le développement et l'amélioration du bien-être. Il faut être un peu précautionneux parce que dans la bande de Gaza, quand on parle de santé mentale, c'est pas facile. Avec les autorités de facto, il est quasiment impossible de mettre en place des activités autour de la santé mentale. Et donc, nous, via le patrimoine, via la formation des jeunes, via la création d'emplois, on arrive en fait à créer des activités, encore une fois, semi-structurées autour du bien-être, des symboles de la culture, et utiliser la culture comme un levier fort d'amélioration du bien-être des jeunes dans la bande de Gaza. Donc ça, c'est important. Et donc, avec Dr Shahab de l'université de Coventry, on s'est dit, mais tiens, on ne veut pas être trop eurocentré quand même sur la définition de qu'est-ce que le bien-être et qu'est-ce que le développement humain. Et donc, on a demandé aux jeunes, pour eux, en fait, qu'est-ce que ce serait voilà, à Gaza, et donc sur les jeunes du site. Donc, on a fait des groupes avec des jeunes femmes, avec des jeunes hommes. Et donc, il y avait cette notion de liberté, bien sûr, de liberté de mouvement, de justice et d'accès à l'éducation, qui ressortait fortement auprès des jeunes palestiniens de Gaza. Et donc l'idée, c'était qu'avec leur définition, leur propre définition, on a essayé de développer des activités avec les collègues autour de ça. C'est exceptionnel parce que grâce à ce programme, on a réussi à amener des experts du Louvre, voilà, des experts de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem qui sont venus à Gaza, qui ont pu former, des experts de l'INSA de Strasbourg, qui ont pu former sur la photogrammétrie, par exemple. On a pu aussi mesurer de manière subtile l'amélioration du bien-être des jeunes quand ils sont impliqués sur la protection de leur patrimoine et quand ils ont aussi le sentiment de fierté de protéger leur patrimoine et de le faire découvrir à leur communauté. Mais aussi, dans le contexte de Gaza, où le taux de chômage des jeunes est de plus de 60% avant le 7 octobre, cette notion de développement économique aussi. Les jeunes ont besoin de travailler. Et donc, comment en fait, on crée de l'emploi, comment on génère aussi et on contribue à l'économie locale avec le tourisme, avec des bus qui viennent voir le site de Saint-Hilarion, etc. En transversalité, moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est la solidarité intergénérationnelle qu'on retrouvait, c'est-à-dire avec des enfants, des bus, des écoles Unerois qui venaient visiter le site. Et donc les jeunes formés dans le programme intégral faisaient visiter et accueillaient les enfants des écoles Unerois, les familles les plus âgées qui venaient avec des petits déjeuners. Vraiment, le site était ouvert et était ouvert pour tout type d'activité. On a fait des spectacles de danse, de dapké, on faisait des petits déjeuners traditionnels. Voilà. Donc il y avait vraiment cette solidarité qui était vraiment en transversale sur tout ce qu'on faisait, qui m'a beaucoup marqué. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est que 50% des jeunes étaient des jeunes femmes aussi sur le site. Et donc c'était important aussi que ces jeunes femmes soient visibles dans le contexte de Gaza. Les jeunes femmes avaient des casques de chantier, avaient des chaussures de sécurité et travaillaient sur le site avec leurs collègues jeunes hommes. Et donc il y avait vraiment sur le site de Saint-Hilarion une atmosphère qui était incroyable. Et donc très très rapidement, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait quelque chose à faire autour du programme intégral, de ces trois espaces, espace physique, espace mental, espace numérique, pour faire valoir et faire vivre ce patrimoine. Et peut-être vous pourriez nous en dire plus sur l'impact justement de la guerre aussi sur ces programmes. Est-ce qu'effectivement il y a eu une poursuite de ces programmes ou peut-être ont-ils été suspendus Alors, je suis en contact avec Fadel et je pense que René va en parler aussi. Donc, il y a toujours, en tout cas, il y a un attachement fort. Et après, il ne faut pas oublier qu'avant du coup, moi, sur ces 5 dernières années, avant le 7 octobre, Gaza était quand même bombardé en moyenne tous les 6 mois. Donc, il y avait, il y a toujours eu des bombardements. Je me souviens de mai 2011, où il y a eu des bombardements pendant 11 jours. Le site a fermé. Les gens étaient cloîtrés chez eux. Pardon. 21, pardon. Oui, mai 2021. Où ensuite on a dû nettoyer, s'assurer que le site pouvait rouvrir pour accueillir
les jeunes et la communauté. Donc il y a toujours quand même eu ces embardements. Là, ce qui est exceptionnel, c'est voilà, la durée, c'est bientôt 1 an. C'est aussi le fait que nous, ce qui est important, c'était que ce patrimoine, c'est un patrimoine palestinien qui appartient aux Palestiniens et qu'on essaie de ne pas fragmenter Gaza du reste de la Palestine. Donc c'est pour ça qu'on travaillait aussi à Masafer Yatta et à Jérusalem pour vraiment permettre que les jeunes puissent échanger avec les jeunes qui protègent leur patrimoine et le patrimoine matériel et immatériel avec les histoires dans les grottes de Masafer Yatta. Donc vraiment créer des liens et des connexions entre cette jeunesse palestinienne. Là, depuis 1 an, c'est un peu plus compliqué de faire ces liens, ces connexions avec les jeunes de Gaza et les jeunes de Cisjordanie. En Cisjordanie, on en parle un petit peu, mais il y a quand même cette violence des colons qui allait crescendo et là qui est infernale, avec 60% de la Cisjordanie qui est en zone C, c'est-à-dire 100% sous occupation israélienne, avec là aussi des sites, je pense encore une fois à Masafer Yatta, les grottes de Masafer Yatta, qui sont en péril. Donc il y a aussi là, des enjeux à Gaza comme en Cisjordanie sur la protection du patrimoine. Merci infiniment. Merci pour cette présentation très riche, de nous avoir partagé votre expérience. Évidemment, on aura l'occasion d'en échanger, d'en discuter. Et n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions plus précises. J'aimerais donner la parole maintenant à vous, René Alter. Oui. Ah oui, puis j'avais la petite vidéo aussi de la photogrammétrie. Oui, voilà, c'est pour ça. Peut-être on peut la diffuser. On peut la diffuser. Voilà, ça me tenait à cœur de mettre en avant le travail de photogrammétrie, donc les plus de... Et donc là, par exemple, vous imaginez faire entrer dans Gaza des appareils photo sophistiqués, de former les jeunes à la photogrammétrie avec les collègues de l'Institut national des sciences appliquées, et les plus de 20 000 photos faites par Mohamed pour créer la reconstitution du site et des vestiges de Saint-Hilarion. Alors peut-être on va pouvoir répondre à vos questions. Alors à la fois ici, donc pour les personnes qui sont physiquement présentes, mais également pour les personnes qui sont en ligne. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Voilà, donc si vous avez des questions... Voilà, ma question est pour Anthony, donc, pour l'ONG, pour le programme intégral. En fait, c'est par rapport aux bailleurs de fonds. C'est-à-dire l'AFD, British Council, ils dépendent tous les deux quand même des gouvernements respectifs.
c'est pas la première fois que l'armée israélienne bombarde des sites. On recommence, on reconstruit. Donc vous parlez tout à l'heure d'actions préventives, mais la prévention ne serait pas aussi de faire pression sur le gouvernement israélien d'arrêter de détruire. Donc pour vous, comment vous expliquez quelque part cet oxymore? On ne dit rien par rapport à ce qui se passe, à ce que fait le gouvernement israélien, mais en même temps, on continue à financer éternellement des projets de reconstruction de ce que l'armée israélienne a détruit. Merci. Et alors moi, fin 2023, quand je suis rentré en France, et depuis 5 ans, tous les 6 mois, j'étais en France, à Londres, à Bruxelles, à Genève, pour faire du plaidoyer, puisque une ONG internationale, nous, on répond à une crise humanitaire qui est générée par une occupation illégale. On ne travaille pas au Congo, on ne travaille pas sur des catastrophes naturelles. En Palestine, les besoins humanitaires sont générés par cette occupation illégale, et moi, en tant qu'ONG, je ne devrais pas être Palestine. Les Palestiniens ont des terres, ont des oliviers, ont des ressources, ont des capacités, il y a des universités, je ne devrais pas être là. Nous, ONG, on est sur place parce que la force occupante, qui a normalement l'obligation en droit international de protéger la population occupée et de faciliter l'aide humanitaire, ne respecte pas le droit humanitaire. Et donc, c'est là que les ONG internationales interviennent, financées en partie par nos impôts, pour fournir une aide humanitaire et une aide au développement. Donc moi, tous les 6 mois, depuis 5 ans, je suis au Quai d'Orsay, je suis à Westminster, je suis à la Commission européenne, pour protéger, promouvoir les biens humanitaires et pour montrer cette impunité qui dure. Je n'y vais pas tout seul, hein, c'est Première Agence internationale, avec ma casquette d'humanitaire, mais c'est aussi des partenaires palestiniens et israéliens aussi. On travaille bien avec Yesh Din, Guisha, par exemple, B'Tselem, qui travaillent avec nous sur le terrain. Sur les biens humanitaires en droit international et tout projet humanitaire mis en place par une ONG, un bien humanitaire est protégé en droit international. Donc le site de Saint-Hilarion, nous on a une coordination humanitaire, le site de Saint-Hilarion, Mokheitem, Jabalia, nos bureaux à Gaza, nos guest house dans la bande de Gaza, mais aussi nos bureaux à Ramallah, à Hébron, à Naplouse. Les coordonnées GPS sont partagées avec l'armée israélienne qui a l'obligation de protéger ces biens, financés par le contribuable européen, français. Et donc, bien sûr, il y a une impunité totale, l'armée israélienne ne respecte pas le droit international, bombarde, détruit. Il y a des démarches qui sont faites avec le consulat général de France, mais je repense, je ne sais pas si tu te souviens, René, il y a eu des dommages après des bombardements israéliens sur la couverture, la protection sur l'église de Mokheitem à Jabalia. Donc il y en avait pour 6 000 pounds de mémoire de dégâts. Les dégâts étaient financés par le British Council. Donc je viens auprès du British Council, je montre les photos, on a les devis et je dis, regardez, 6 000 pounds de dégâts liés au bombardement israélien. Vous devez être, enfin, nous, on doit être redevable vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, on vous dit, il y a des dégâts, ça coûte autant, c'est de l'argent public britannique. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on travaille avec le consulat général du Royaume-Uni pour faire des démarches, etc. Donc, il y a plein de démarches, mais il n'y a jamais aucun retour. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun retour des autorités d'occupation sur est-ce qu'il y a des compensations qui vont être mises en place. Donc, il n'y a rien. Et donc là, nous, c'est important dans notre plaidoyer, en tant qu'ONG internationale, c'est de dire, moi, personnellement, je paye des impôts et j'ai aucun problème pour payer des impôts. Si je paye des impôts, c'est que je peux payer des impôts et j'ai aucun souci. Mais payer des impôts pour des biens qui sont détruits sans compensation, qui sont remplacés par ce même argent, qui sont détruits, qui sont remplacés, là, il y a un souci en termes de redevabilité concrète vis-à-vis du contribuable français. Donc voilà, donc nous, on continue, on reste vocal sur ça, auprès de nos financeurs, et en effet, c'est inacceptable. Je vous en prie. Nuance, juste une nuance, avant le 7 octobre, Gaza était quand même sous occupation israélienne. Gaza a toujours été sous occupation israélienne. C'est pas parce que il y avait pas, voilà, parce que c'est pas parce qu'il y avait pas de soldats israéliens dans la bande de Gaza que Gaza n'était pas sous occupation. Donc Gaza est sous occupation israélienne et était sous occupation israélienne déjà avant le 7 octobre. Merci infiniment. On va devoir clôturer la discussion. Merci infiniment. Merci à tous de votre présence ce soir et un grand merci à nos invités. Merci beaucoup.